C'était un de ces étés du Kentucky qui vous collent à la peau. L'air d'Ashland était dense d'humidité, suave du parfum du chèvrefeuille et alourdi par la légère odeur métallique qui montait de la rivière Ohio. En cette fin de juillet 1987, la ville était prise entre deux mondes, encore assez petite pour que tout le monde se connaisse, mais déjà assez agitée pour aspirer à autre chose. Pour 4 garçons, cet été serait le dernier qu'ils passeraient ensemble, et d'une manière que personne n'aurait pu imaginer, il deviendrait l'histoire qui entrait la ville pour les générations à venir. Tommy Hensley était l'aîné du groupe. À 13 ans, il était intrépide, le genre de gamin qui lançait des défis que personne ne voulait relever, mais que personne n'osait refuser. Jake Porter, 12 ans, le suivait de près, plus silencieux, plus réfléchi, mais d'une loyauté à toute épreuve. Mark Dalton était la pièce maîtresse qui les liait, un garçon stable, bienveillant et doté d'un sens pratique qui manquait aux autres. Et puis il y avait Ricky Cole, le plus jeune, 11 ans, qui était leur ombre. Quoique les trois aînés manigancent, Ricky était là, toujours quelques pas derrière, souriant comme s'il venait d'être convié à un rituel sacré. Cet été-là, tout semblait éphémère. Le père de Tommy, licencié de la scierie, s'apprêtait à déménager sa famille à Lexington. Le père de Mark avait trouvé un nouveau travail dans l'Ohio. Pour les garçons, cela signifiait que c'était leur dernier véritable été à Ashland. La dernière fois qu'ils auraient leurs amis, le ruisseau, leur vélo et les bois. Ils l'avaient baptisé leur dernière grande aventure. Le matin du 23 juillet, des voisins se souvinrent les avoir vus dans l'allée des Hensley, chargeant de petits sacs à dos avec des gâteaux, une lampe de poche et ce qui ressemblait à une boussole empruntée à la boîte de pêche d'un père. Vers midi, on les aperçut pédalant sur la route 3, la sueur perlant sur leur nuque, la chaleur miroitant sur l'asphalte. La dernière observation confirmée eut lieu vers 5 heures, près du sentier de l'ancienne tour de guet de Colton. Un homme qui promenait son chien se rappela leur avoir fait un signe de la main. Ils avaient répondu. C'était le genre de moment anodin, oubliable, dont on ne se souvient que lorsque tout ce qui suit tourne mal. Quand le crépuscule tomba et que les garçons ne rentrèrent pas, leurs parents supposèrent qu'ils campaient près du ruisseau, comme ils l'avaient déjà fait. Mais à minuit, l'inquiétude commença à poindre. Les appels fusèrent. Des lampes de poche s'allumèrent sur les perrons. À 2 heures du matin, des voitures parcouraient les routes de campagne, leurs noms criés dans l'obscurité. Les bois, qui avaient toujours semblé si sûrs, paraissaient soudain infinis. Au lever du soleil, la police était impliquée. Des équipes de recherche se déployèrent dans les bois près du ruisseau de Black Run, suivant les étroits sentiers de serre que les garçons aimaient explorer. On trouva des empreintes de pas, petites, groupées, descendant vers l'eau. Puis, plus rien. Les strass s'évanouissaient dans la boue. Ashland refusa d'abord de croire qu'ils étaient vraiment partis. C'était impensable. 4 enfants volatilisés à quelques kilomètres de chez eux. Au début, il y eut le bruit, le crépitement des radios, le vrombissement des camions et le tournoiement incessant des pales d'hélicoptères fendant l'air humide de l'été. Le bureau du shérif du comté de Boyd transforma le sentier de la tour de Colton en centre d'une opération de grande envergure. Des dizaines d'adjoints, de pompiers, de policiers d'État et de bénévoles travaillaient côte à côte. La garde nationale se joignit même aux recherches, survolant la canopée à basse altitude. C'était la plus grande opération que le comté ait jamais connue. Les familles ne partirent jamais. Elles installèrent des tentes près de la tour de guet, s'accrochant à l'idée que les garçons pourraient sortir des arbres à tout moment.
Les mères, le visage blême de nuit sans sommeil, s'asseyaient sur des chaises pliantes, serrant des thermos de café intacts. Les pères arpentaient le campement en cercles étroits, évitant le regard des autres. Et pendant tout ce temps, Ashland se serra les coudes. Les églises organisaient des repas, les restaurants locaux envoyaient des plateaux de nourriture. Un temps, il sembla que toute la région respirait d'un seul souffle, porté par le même espoir fragile que les garçons étaient encore en vie. Mais l'espoir n'est pas éternel. À la fin de la première semaine, l'optimisme commença à se fissurer. La première grosse pluie s'abattit un jeudi, anéantissant des jours de progrès. Les ruisseaux sortirent de leurs lits, transformant les sentiers en rivières de boue. Un maître chien rapporta quelque chose d'étrange. Près d'un vieux ravin, ses chiens aboyaient furieusement, puis se taisaient brusquement, refusant d'avancer. La zone devint le centre des recherches, mais on n'y trouva rien. Pas un vélo, pas un vêtement. Juste de la boue retournée et cette faible odeur de décomposition que les locaux attribuaient au lit même du ruisseau. Au 10e jour, les théories commencèrent à diviser la ville. Certains pensaient que les garçons s'étaient perdus et avaient succombé à la chaleur. D'autres chuchotaient à propos d'un vieil ermite vivant dans les collines. Et puis, une idée plus sombre fit son chemin. Et si l'un des garçons avait entraîné les autres là où ils n'auraient pas dû aller? Pendant tout ce temps, Ashland retint son souffle. Les parents gardaient leurs enfants à l'intérieur. Les bois, autrefois un terrain de jeu, devinrent un lieu maudit. Les gens se mirent à parler de la malédiction des bois de Colton, mi-plaisantant, mi-effrayés. Car ce n'était pas seulement que 4 garçons avaient disparu, c'était la propreté de leur disparition, comme si la terre elle-même les avait avalés. À la fin du mois d'août, les recherches officielles furent interrompues. Les affiches jaunies par le soleil, collées sur les pompes à essence et les poteaux téléphoniques, commencèrent à s'enrouler sur elles-mêmes. Mais pour les familles, ce n'était pas fini. La mère de Tommy, Linda, refusa de vider sa chambre. Les parents de Jake laissèrent son vélo appuyé contre le porche pendant des mois, comme s'il pouvait encore remonter l'allée d'une minute à l'autre. Des années plus tard, les gens d'Ashland disaient qu'on pouvait encore la voir. Elle, Linda, arpentait la ligne de crête avec une lampe de poche, bien après minuit, appelant son fils dans les arbres. L'histoire des 4 garçons disparus devint moins une affaire qu'une blessure, avec laquelle la ville apprit à vivre, mais qui ne cessa jamais de la faire souffrir. Chaque génération grandit en connaissant leur nom, en sachant que le sentier de la tour de guet était interdit après la tombée de la nuit. Cela devait être un dernier été, une dernière balade, une dernière aventure. Mais alors que les années passaient et que la forêt reprenait possession de leurs traces, Ashland apprit que certains adieux ne finissent jamais, car parfois, quand les bois prennent quelque chose, ils ne le rendent pas. Et pendant près de 3 décennies, personne ne sut pourquoi. Le temps passa. Les années 90 défilèrent comme un long silence mal à l'aise. L'histoire devint une légende locale. Les plus jeunes ne se souvenaient pas des recherches, seulement des récits, de ces rumeurs selon lesquelles on pouvait encore entendre des rires sur la crête les nuits calmes. Mais pour certains, le temps n'effaçait rien. Harold Vickers, l'adjoint du shérif à la retraite, qui avait dirigé plusieurs équipes en 87, ne pouvait pas laisser tomber. Dans son garage, il conservait des cartes topographiques couvertes d'encre rouge,
convaincu que les recherches s'étaient arrêtées trop tôt. Il passait ses week-ends à arpenter seul ces crêtes oubliées, persuadé que les garçons avaient continué bien au-delà de la zone fouillée. Et puis, en 2008, quelque chose d'étrange se produisit. Un étudiant du Tennessee acheta un lot d'objets divers lors d'une vente aux enchères en ligne, des biens saisis par la police. À l'intérieur se trouvait un petit sac à dos en toile, usé et déchiré. Sur la sangle, gravées dans des lettres pâles et irrégulières, deux initiales. TH, l'acheteur publia une photo sur un forum dédié aux affaires non résolues. En quelques jours, quelqu'un reconnut le numéro de pièce à conviction estampillé à l'intérieur, un numéro correspondant à un ancien registre du bureau du shérif du comté de Boyd. Le sac avait été enregistré dans l'affaire Hensley. La nouvelle fit l'effet d'une bombe à Ashland. Le département du shérif confirma qu'il s'agissait du même sac à dos, que l'on croyait perdu ou mal classé depuis des années. L'affaire fut rouverte. Les journalistes revinrent. Un instant, on crut qu'il y aurait enfin une réponse. Le sac fut envoyé au laboratoire. À l'intérieur, des traces de terre, des fragments de papier décomposés. Mais aucune empreinte digitale, aucun ADN n'avait survécu à 2 décennies d'humidité. Le tissu ne racontait aucune histoire. Pour Linda Hensley, c'était pourtant quelque chose. La preuve que son fils avait laissé une marque que même le temps n'avait pu effacer. Pour Harold Vickers, c'était la confirmation qu'il y avait encore des choses enfouies là-bas. Mais l'enquête n'alla pas plus loin. Sans nouvelles pistes, le financement fut coupé, l'intérêt s'estompa. À l'hiver, le dossier fut de nouveau classé inactif. Le sac à dos retourna aux pièces à conviction, scellé dans du plastique, avec une nouvelle étiquette datée de décembre 2008. La forêt avait repris les sentiers. Les recherches étaient terminées, mais l'histoire, elle, ne l'était pas. Car même après la fin des recherches, les questions n'ont jamais cessé. Et quelque part, bien au-delà de la portée des équipes et des lampes de poche, la vérité attendait toujours, enfouie sous 28 ans de silence. Ashland retomba dans son inquiétante quiétude. Les mêmes familles y vivaient toujours, arpentant les mêmes rues, passant devant ce même sentier qui s'enfonçait dans les bois. Le panneau avait disparu, le chemin était presque effacé, mais l'air qui l'entourait portait toujours un poids que personne ne pouvait nommer. Pour la plupart, il était plus simple de prétendre que l'histoire était terminée, de la traiter comme un vieux conte de fantômes raconté aux enfants trop jeunes pour comprendre. Mais pour les quelques-uns qui se souvenaient de ces visages, de ces noms, ce n'était pas du folklore. C'était une histoire inachevée. Harold Vickers n'a jamais cessé de chercher. Il a continué à arpenter ces bois jusqu'à ce que ses genoux le lâchent, répétant qu'un jour, il trouverait quelque chose que les cartes avaient manqué. Linda Hensley, elle, continuait de laisser ses petits soldats de plomb, un par un, sur la même souche d'arbre, même après que des vandales l'eurent renversée. Le reste de la ville se contentait d'attendre. Et quelque part, au-delà de la crête, là où les lignes des cartes s'estompent et où la forêt avale toute trace du passé, quelque chose était toujours là, caché sous des décennies de feuilles et de pluie, attendant d'être trouvé. Et en 2015, ce fut enfin le cas. Chaque affaire que nous explorons sur cette chaîne demande des semaines de recherche, de vérification des faits et de longues nuits à exhumer la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous souhaitez que nous continuions à mettre en lumière ces mystères bien réels,
N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché. Pour d'autres affaires classées résolues, consultez les liens dans la description. Reprenons le fil de notre histoire. En août 2015, la plupart des habitants d'Ashland avaient cessé de parler des garçons disparus. Près de 3 décennies s'étaient écoulées, et l'histoire s'était muée en une tragédie ancienne, une chose dont on ne parlait que lorsque l'air estival devenait lourd et que les bois se mettaient à bourdonner d'insectes, comme ils l'avaient fait cette année-là, en 1987. Un samedi matin, un homme du nom de Daniel Merritt gara son pick-up au pied d'une vieille crête à l'ouest de la ville. Il n'était pas d'Ashland, juste un randonneur du week-end venu de Lexington qui aimait explorer les sentiers oubliés. L'endroit n'était marqué sur aucune carte, mais il en avait entendu parler sur un forum d'explorateurs hors piste. Les locaux l'appelaient la taille de calcaire, une section abrupte de roches et de schiste qui faisait autrefois partie d'une route forestière. Ce n'était pas un lieu où la plupart des gens s'aventuraient de leur plein gré. Merritt marchait depuis des heures quand il remarqua quelque chose d'étrange sur la pente au-dessus de lui. Une plaque de pierre pâle qui sortait de terre, comme si le flanc de la colline s'était récemment affaissé. En s'approchant, il vit qu'une partie du calcaire s'était effondrée, révélant une poche de débris nichée dans la paroi rocheuse exposée. Cela semblait incongru. À l'intérieur de cette cavité se trouvait une petite boîte en fer blanc rouillé, coincée fermement entre des dalles de pierre. Il faillit la laisser là, pensant que ce n'était qu'un vieil détritus, mais la curiosité l'emporta. Il la délogea et enleva la terre. Le couvercle s'effrita au niveau de la charnière, et à l'intérieur se trouvait un carnet plié et gorgé d'eau et autre chose. Une vieille photo Polaroid, presque entièrement blanchie par le temps. Il frotta la surface avec son pouce, et pendant 1 seconde, l'image devint nette. 4 garçons posant devant un panneau en bois qui disait « Fin du sentier ». Ils ne le savaient pas encore, mais cette photo avait été prise 28 ans plus tôt, le jour même où 4 amis d'Ashland étaient partis à vélo dans les collines pour ne jamais en revenir. Quand Merritt rentra chez lui ce soir-là, il publia un message sur sa découverte sur un forum de randonnée. La photo attira l'attention d'un utilisateur local qui reconnut instantanément le panneau. En quelques heures, la publication s'était répandue sur les réseaux sociaux pour finalement atterrir sous les yeux d'un shérif adjoint à la retraite du comté de Boyd. Son nom était Harold Vickers, l'homme même qui avait dirigé les recherches initiales. Le lendemain matin, la police contacta Merritt. Le soir, il se tenait aux côtés d'officiers en uniforme sur le site où il avait trouvé la boîte, observant tandis qu'il bouclait la zone. Les techniciens de la police scientifique passèrent la terre au crible, photographiant chaque détail avant de recueillir le carnet et les fragments de papier restants. Même après toutes ces années, les pages étaient encore partiellement lisibles. Sur l'une des dernières feuilles, écrites au crayon estompé, quelques phrases glacèrent le sang de tous ceux qui les lurent. Nous avons pris la mauvaise crête. Mark est blessé. Le soleil a disparu. Si vous trouvez ceci, dites à nos mères que nous sommes restés ensemble. L'écriture était tremblante, mais suffisamment claire pour être lue. Les 48 heures suivantes bouleversèrent Ashland. La police de l'État du Kentucky fit appel à des spécialistes pour authentifier les objets. L'analyse du papier confirma que le type de pulpe et la reliure du carnet dataient du milieu des années 1980.
Le lot du film Polaroid correspondait à une série de productions arrêtées en 1989. Même la corrosion de la boîte en fer blanc correspondait à près de 30 ans d'exposition naturelle. Ce n'était pas un canular. Le flanc de colline où Merritt avait trouvé la boîte fut bouclé et une excavation archéologique commença. Le processus était lent, méthodique et silencieux. Des pelles, des tamis et des brosses se déplaçant à travers des couches de terre compactées. Plus il creusait, plus il trouvait de choses. D'abord un fragment d'os, puis une semelle de chaussure avec du tissu encore accroché. Quelques jours plus tard, un morceau de petite boucle rouillée provenant probablement d'un sac à dos. À la fin de la semaine, ils avaient mis au jour 2 squelettes partiels sous l'éboulement. Les anthropologues judiciaires confirmèrent qu'ils appartenaient à des adolescents de sexe masculin. Les dossiers dentaires n'étaient pas concluants après tant d'années, mais les tests d'ADN mitochondrial offrirent quelque chose de plus solide. Les premiers résultats arrivèrent fin septembre. L'un correspondait à la famille Hensley, l'autre au Porter. Tommy et Jake. La nouvelle se répandit rapidement. Après près de 3 décennies de silence, Ashland se réveilla au son des sirènes et des camionnettes de presse. Les journalistes envahirent le parking du bureau du shérif. Des familles qui avaient déménagé depuis longtemps revinrent en ville, attirées par la possibilité d'une clôture qu'elles n'osaient plus espérer. Linda Hensley avait alors 70 ans. Elle confia à un journaliste qu'elle n'avait jamais pensé vivre assez longtemps pour voir son fils retrouvé. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle ressentait, elle répondit qu'il était difficile d'expliquer ce mélange de deuil, de soulagement et d'autres choses, comme si on lui tendait la fin d'une histoire qu'elle ne réalisait pas être encore en train de lire. Le site de la découverte devint le centre d'un effort de récupération à grande échelle. Les spécialistes travaillaient en grille serrée, documentant chaque objet, chaque fragment d'os, chaque fil que le temps n'avait pas détruit. Le carnet fut envoyé au laboratoire de la police scientifique de l'État, où des conservateurs séparèrent soigneusement les pages humides et fusionnées. Sous grossissement, ils trouvèrent des traces d'écriture supplémentaires, des listes simples, des demi-phrases, des notes sur la direction et la météo. Une entrée disait « On pense que la tour d'incendie est à l'est, mais on ne la trouve pas. » Plus ils analysaient, plus il devenait clair que les garçons n'avaient pas été victimes d'un acte criminel. Ils s'étaient perdus. Ils avaient descendu la mauvaise crête, une section qui ne figurait même pas sur la plupart des cartes en 1987. La pluie et les formations rocheuses instables avaient probablement provoqué l'effondrement qui les avait ensevelis. Les enquêteurs reconstituèrent le scénario probable. Les garçons, suivant un pare-feu non balisé, étaient probablement descendus dans une vallée à des kilomètres au sud de l'endroit où les équipes de recherche s'étaient concentrées. Une fois le temps tourné, le ruisseau aurait rapidement débordé, rendant impossible toute remontée. Avec Marc blessé et la nuit tombant, ils ont dû réaliser à quel point ils s'étaient enfoncés. Ils ont écrit leur message, l'ont scellé dans la boîte et l'ont laissé sur la crête, espérant que quelqu'un le trouverait. Ils n'en sont jamais sortis. Les experts légistes dirent que la pente s'était probablement effondrée quelques jours plus tard, recouvrant tout de débris. Ces mêmes débris qui ont préservé le carnet qui, finalement, a raconté leur histoire. L'affaire fut officiellement reclassée en mission de récupération historique et non en homicide. L'objectif n'était plus de trouver un coupable, mais de ramener tout le monde à la maison. Au cours du mois suivant, les équipes de recherche étendirent leur travail sur toute la crête.
Un radar à pénétration de sol fut utilisé pour scanner la zone près du site de l'effondrement. Tard un après-midi, le radar détecta une anomalie dense à environ 30 mètres en contrebas. Une nouvelle excavation révéla des fragments d'os appartenant à au moins un autre individu. Un petit morceau de métal fut trouvé à proximité, ce qui semblait être une partie d'une boucle de ceinture en forme de camion, quelque chose qu'un enfant pourrait porter. L'ADN confirma qu'il s'agissait de Ricky Cole. Fin 2015, 3 des 4 garçons avaient été identifiés. Seul Mark Dalton manquait encore, bien que les enquêteurs fussent convaincus qu'il se trouvait quelque part à proximité. Alors que l'hiver s'installait, de fortes chutes de neige les forcèrent à suspendre les recherches jusqu'au dégel. Pour la première fois en 28 ans, Ashland avait des réponses. Elles étaient tragiques, mais elles étaient réelles. Les gens recommencèrent à se rassembler près de l'ancien sentier, laissant des fleurs, des jouets et des lettres à l'entrée. Certains disaient qu'ils pouvaient enfin marcher dans ces bois sans peur. D'autres disaient que le poids était encore plus lourd maintenant, sachant ce qui y avait toujours été enterré. Harold Vickers se tenait aux côtés de l'équipe de récupération le jour où ils emballèrent les dernières preuves. Il avait passé la moitié de sa vie à croire que les garçons étaient allés plus au sud et il avait eu raison. Il confia à un journaliste local que la Crète les avait gardés pendant toutes ces années, comme si elle ne voulait pas les laisser partir. La ville ne savait pas comment appeler cela, une découverte, un miracle, ou simplement une clôture attendue depuis trop longtemps. Mais alors que les équipes chargeaient les restes dans les véhicules et que le soleil disparaissait derrière la ligne des arbres, une pensée persistait dans l'esprit de tous ceux qui regardaient. Si ce randonneur ne s'était pas écarté du sentier ce jour-là, si la terre ne s'était pas juste assez déplacée pour exposer cette boîte, l'histoire serait peut-être restée enfouie pour toujours. Et bien que l'enquête leur ait enfin donné la vérité, ce furent les mots écrits dans ce carnet, le dernier message laissé par 4 garçons qui ne sont jamais rentrés chez eux, qui allait tout changer. Lorsque les enquêteurs eurent enfin assez de preuves pour retracer les derniers pas des garçons, l'histoire commença à prendre une forme que personne n'attendait. Pendant près de 3 décennies, les habitants d'Ashland avaient émis des hypothèses et des théories. Mais maintenant, grâce à la cartographie médico-légale, aux confirmations ADN et à ce carnet retrouvé, la police de l'État du Kentucky et une équipe de géographes légistes pouvaient enfin voir ce qui s'était réellement passé. L'analyse commença avec les cartes topographiques utilisées lors des recherches initiales de 1987. Étendues sur une longue table de conférence, les vieilles cartes racontaient leur propre histoire. Des plis à force d'avoir été utilisés sur le terrain, des taches de café de nuit blanche et des marques faites au crayon gras rouge là où les équipes avaient ratissé les bois. Le problème apparut immédiatement. La carte elle-même était fausse. En 1987, cette section de la forêt nationale Daniel Boone subissait d'importants réaménagements de sentiers après que des inondations eurent détruit d'anciens pare-feux. Le tracé imprimé du Colton Fire Tower Trail montrait encore un embranchement sud menant au système de crête suivant, mais cet embranchement n'existait plus depuis des années. Il avait été emporté par les eaux en 1978. Et pourtant, pour quiconque s'y aventurait avec une carte obsolète ou en se fiant aux ouï-dire locaux, il aurait semblé parfaitement sûr. Les experts combinèrent l'imagerie satellite moderne avec ce qu'ils savaient du carnet retrouvé, et soudain, tout prit sens. Les garçons n'avaient pas tourné vers l'ouest en direction de la tour
comme tout le monde le supposait. Ils étaient allés vers le sud, suivant ce qu'ils croyaient être un raccourci pour rentrer chez eux. Ce raccourci les mena tout droit dans une zone que les locaux appelaient Holler Bend, un labyrinthe de dolines, de crêtes et de chenaux calcaires en effondrement, tristement célèbre pour ses crues éclairs. La chronologie médico-légale reconstitua un voyage final éprouvant. Après avoir quitté le sentier de la tour vers le crépuscule, les garçons descendirent probablement dans une vallée escarpée, suivant le bruit de l'eau vers ce qu'ils pensaient être le même ruisseau qui coulait derrière leur quartier. Mais à la tombée de la nuit, le terrain devint plus raide, la végétation plus dense. Quelque part au cours de cette descente, l'un d'eux, Mark Dalton, fut blessé. Sa jambe s'est peut-être cassée ou a été coincée dans une chute. Les entrées du carnet, bien que brèves, reflétaient la panique se transformant en détermination. Il y avait des croquis rudimentaires d'arbres, des relèvements de boussole et une note disant « On ne peut pas remonter ». Les équipes de recherche en 1987 s'étaient arrêtées à près de 3 kilomètres au nord de cette ligne de crête. Personne n'avait jamais pensé à regarder plus au sud car, selon les cartes, il n'y avait pas de sud. En 2015, les géomètres utilisèrent des drones pour scanner la pente où les restes avaient été trouvés. Une grande partie du flanc de la colline portait le motif caractéristique d'un ancien glissement de terrain, une longue cicatrice lisse là où la terre avait été arrachée. Les archives météorologiques historiques confirmèrent qu'un énorme système orageux avait frappé le comté de Boyd entre le 26 et le 29 juin 1987, déversant plus de 12 cm de pluie en 48 heures. L'effondrement s'est probablement produit à ce moment-là, ensevelissant l'étroit sentier de gibier que les garçons avaient suivi. Les preuves soutenaient une conclusion dévastatrice. Les garçons étaient vivants lorsque la tempête a frappé. Les pathologistes légistes examinèrent les os retrouvés et conclurent que les blessures compatibles avec la chute de débris, côte cassée, fractures crâniennes et schémas de dislocation, s'étaient produites au moment du décès ou peu avant. Il n'y avait aucun signe de traumatisme causé par des armes ou des animaux. Pas de lutte, juste la force lente et impitoyable de la nature. Les enquêteurs pensent qu'après le glissement de terrain, deux des garçons, Tommy et Jake, sont restés avec Mark blessé, tandis que Ricky tentait de grimper pour chercher de l'aide. Le terrain, cependant, n'offrait aucune issue claire. Chaque crête se ressemblait, la canopée de la forêt désorientant quiconque essayait de naviguer au soleil ou au son. Quand la pluie a de nouveau frappé cette nuit-là, toute chance de sauvetage restante fut anéantie. Alors, ils ont attendu. À l'intérieur du carnet, l'une des dernières pages, presque illisible, semblait mentionner le mot « foudre ». Les analystes utilisant l'imagerie infrarouge récupérèrent un fragment de texte. On voit des éclairs à travers les arbres. Il a peut-être été écrit cette même nuit, quelques instants avant que la crête ne cède complètement. Au moment où les équipes de recherche arrivèrent le lendemain matin, toute la zone où se trouvaient les garçons avait disparu, recouverte de boue, d'arbres et de roches. Ce à quoi les chiens avaient réagi près du ravin en 1987 était peut-être une odeur résiduelle de cette même zone de glissement, bloquée par des tonnes de débris dont personne ne réalisait qu'ils s'étaient déplacés. Plus les enquêteurs reconstituaient les faits, plus la vérité devenait douloureuse. Les garçons avaient tout fait correctement. Ils étaient restés ensemble, avaient rationné leur nourriture, essayé de noter leur emplacement. L'échec n'était pas le leur. Il résidait dans les cartes,
dans la géographie et dans le chaos de ces tempêtes. Lorsque les chiens cadavres retournèrent dans la région fin 2015, ils détectèrent quelque chose à l'extrémité inférieure du lit du ruisseau, à environ 800 mètres en aval de l'endroit où les premiers restes avaient été trouvés. Après des semaines de fouilles dans les sédiments compacts, les chercheurs mirent au jour deux autres ensembles d'ossements. L'ADN confirma ce que tout le monde soupçonnait. C'était Mark et Ricky. Tous les quatre avaient enfin été retrouvés. Les résultats de l'autopsie montrèrent des signes constants d'exposition et de déshydratation, des blessures dues à l'impact des débris et aucune preuve de survie à long terme au-delà de quelques jours. La conclusion était déchirante, mais certaine. Ils étaient morts ensemble, quelques jours après leur disparition. Pour Linda Hensley et les autres parents, le rapport final apporta une forme de clôture silencieuse. Cela ne rendait pas la perte plus facile, mais cela donnait à l'histoire une fin ancrée dans la vérité plutôt que dans la rumeur. Les enquêteurs tinrent une conférence de presse au palais de justice du comté de Boyd, détaillant comment des décennies d'erreurs et un terrain changeant avaient caché la vérité sous leurs yeux. Ils affichèrent la carte originale de 1987 à côté de la superposition numérique moderne. La différence était stupéfiante. Toute la crête où les garçons avaient disparu n'avait même pas été correctement cartographiée à l'époque. Ce que tout le monde pensait être une falaise infranchissable était en fait une descente progressive vers le bassin de Holler Bend. Le shérif qui prit la parole lors de cette conférence dit quelque chose qui marqua la ville. Ils ne se sont pas perdus, c'est nous qui les avons perdus. Les habitants d'Ashland pleurèrent en regardant les images diffusées aux nouvelles locales. L'histoire qui les avait autrefois hantés avait maintenant une forme, une explication réelle, et un message écrit par des enfants qui, même dans leurs dernières heures, avaient pensé à leur mère avant eux-mêmes. Lorsque les restes furent remis aux familles plus tard cet automne-là, les quatre garçons furent enterrés côte à côte lors d'une cérémonie unique, à laquelle assista presque toute la communauté. Le petit cimetière de l'église se remplit de centaines de personnes qui avaient autrefois parcouru ces mêmes bois à l'adolescence, se tenant maintenant en silence avec leurs propres enfants. Après le service, Harold Vickers se tenait près du fond, chapeau à la main. Il avait passé des années à croire qu'il leur avait manqué. En regardant les cercueils descendre, il confia doucement à un journaliste que peut-être ils n'étaient jamais vraiment partis, qu'ils attendaient juste que quelqu'un finisse l'histoire. Cette nuit-là, une pluie fine tomba sur Ashland, le même genre de douce bruine estivale qui avait tout commencé. La forêt au-delà de la crête était de nouveau silencieuse, à l'exception du bourdonnement des insectes et du bruit constant du ruisseau qui avait caché tant de choses pendant si longtemps. Mais maintenant, après 28 ans, la vérité était enfin sortie. Et bien que l'enquête soit close, autre chose commençait. La façon dont la ville se souviendrait d'eux, non pas comme quatre garçons qui avaient disparu, mais comme quatre amis qui étaient restés ensemble jusqu'à la fin. Quand l'automne arriva à Ashland en 2015, l'air portait un silence différent. Ce n'était plus le silence lourd et agité qui avait hanté la ville pendant des années. C'était le calme qui suit la fin d'une tempête. Pendant près de 3 décennies, les noms de 4 garçons avaient pesé sur la communauté comme une phrase inachevée. Mais maintenant, cette phrase avait une fin, et pour la première fois, les gens étaient prêts à la prononcer à voix haute. La cérémonie commémorative eut lieu par un après-midi gris d'octobre dans le centre-ville d'Ashland.
La pelouse du palais de justice était bordée de chaises pliantes, et à midi, chacune d'entre elles était occupée. Des centaines de personnes se tenaient épaule contre épaule. Des voisins, des shérifs adjoints à la retraite, d'anciens camarades de classe, des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis des années, mais qui étaient liés par la même douleur depuis 1997. Les sirènes de la ville s'étaient tues pour la cérémonie. Seul le faible murmure des voix se propageait sur la place, se brisant de temps en temps lorsque quelqu'un pleurait. Sur la scène, un enquêteur de l'État déplia une feuille de papier et commença à lire les mots écrits près de 3 décennies plus tôt d'une main d'enfant, le message qui avait survécu à la pluie, à la terre et au temps lui-même. Nous avons pris la mauvaise crête. Marc est blessé. Le soleil a disparu. Si vous trouvez ceci, dites à nos mères que nous sommes restés ensemble. Et puis la dernière ligne, griffonnée tout en bas au crayon à peine visible. Nous avons peur, mais nous ne sommes pas en colère. Nous sommes restés ensemble. Lorsque les mots résonnèrent dans les haut-parleurs, quelque chose changea dans la foule. Ce n'était pas le choc, c'était la libération. Après toutes ces années de rumeurs, de culpabilité et de reproches, la vérité était d'une simplicité déchirante. Les garçons n'avaient pas été enlevés, ils n'avaient pas fugué, ils s'étaient simplement perdus et étaient restés aux côtés les uns des autres jusqu'à la fin. Des familles qui s'étaient autrefois regardées avec une méfiance silencieuse se tenaient maintenant la main. Les années de doute qui les avaient divisées se dissipèrent dans un deuil partagé. Pour la première fois, la douleur ne ressemblait pas à une blessure privée. C'était quelque chose que toute la ville avait porté ensemble. Le carnet qui contenait le message fut ensuite placé dans une vitrine au musée du patrimoine du comté de Boyd. Il reposait ouvert à la page où les garçons avaient écrit leurs derniers mots. Sur la page opposée se trouvaient des croquis, des dessins simples d'arbres, une carte rudimentaire et ce qui ressemblait à un abri de fortune. Il y avait aussi des notes pour leurs parents. Tommy avait écrit « Dites à papa que j'ai essayé de calmer tout le monde. » La phrase de Jake était courte. « On vous reverra. » Le conservateur du musée dit qu'il n'avait jamais vu de visiteur rester aussi longtemps en silence. On y déposait des mots, des fleurs et même de petites voitures et des soldats de plomb du même genre que ceux que Linda Hensley laissait sur la crête, année après année. Certains venaient d'autres villes, des gens qui avaient eux-mêmes perdu leurs enfants et trouvaient un réconfort à l'idée que ces garçons n'avaient pas été seuls au moment de mourir. Cet hiver-là, le sentier de la tour de guet de Colton fut rouvert sous un nouveau nom, le sentier des 4 pins. Un panneau de bois fut érigé à l'entrée, portant l'inscription gravée « Dédié à ceux qui n'ont jamais cessé de chercher ». Chaque mois de décembre, des volontaires du lycée d'Ashland s'y rassemblent pour allumer 4 lanternes le long du chemin, une pour chaque garçon. On dit que leur lueur vacille jusqu'à la crête, là où la forêt s'éclaircit et où le ciel, enfin, se dévoile à nouveau. Pour les familles, la vie ne redevint jamais ce qu'elle avait été avant 1987, mais elle trouva, avec le temps, un nouvel et fragile équilibre. Linda Hensley a confié que le manque de son fils ne s'était jamais estompé, pas un seul jour, mais que ses cauchemars, ses rêves où il appelait à l'aide avaient enfin cessé. « Il n'est plus perdu », a-t-elle dit à un journaliste. « Il est rentré à la maison. » La forêt aux abords d'Ashland changea elle aussi, mais pas de la manière attendue.
Pendant des années, les parents avaient défendu à leurs enfants de s'en approcher, la disant maudite. Mais après 2015, la malédiction sembla se lever. Les randonneurs revinrent sur les sentiers qui les avaient autrefois terrifiés. La peur avait disparu, remplacée par le respect, et même une forme de recueillement. La forêt ne murmurait plus la tragédie, elle chuchotait le souvenir. Parfois, quand le vent descend des collines, il transporte un son à travers les arbres. Certains disent que ce n'est que le craquement des branches. D'autres jurent entendre des rires doux, lointains et indubitablement jeunes. Le son de 4 garçons partis pour une dernière aventure et qui ne sont jamais revenus. Mais leur histoire, elle, était enfin rentrée à la maison. Et pour la ville d'Ashland, au Kentucky, cela suffisait. Les fantômes qui avaient hanté sa mémoire collective pendant près de 30 ans étaient enfin en paix. Aujourd'hui, quand les gens passent devant ce panneau de bois, ils ne pensent plus à la fin de l'histoire. Ils pensent au message que les garçons ont laissé derrière eux. Une seule ligne, écrite au crayon d'une main tremblante, destinée à leur mère, mais assez puissante pour guérir une ville entière. Nous sommes restés ensemble.